Hello, bienvenue en Écosse, moi c'est Amy, je suis française et j'ai la chance de vivre à Édimbourg. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires incroyables mais vraies qui se sont déroulées en Écosse. 3 faits divers perturbants à la limite du surnaturel. Pour la première histoire, direction le nord-ouest, toujours pas de Jon Snow. Désolé mec, nous allons dans les Hébrides extérieures sur les îles Flannan. Une des îles de cet archipel s'appelle Eilean Mor. Elle est réputée maudite et hantée par les fantômes des marins morts aux alentours, mais aussi par l'esprit d'un ermite qui aurait vécu sur cette île. C'est un endroit inhospitalier, désert, il n'y a rien à part une chapelle et un phare. En décembre 1900, 3 gardiens aguerris, Thomas, Donald et James, sont envoyés là-bas pour un roulement de 6 semaines afin d'assurer la maintenance du phare. Ils n'auront aucun contact avec l'extérieur, il n'y a pas de radio et seront obligés d'attendre les ravitaillements. Sur place, ils doivent prendre soin du phare et l'allumer tous les soirs. Le 15 décembre, par une nuit de brouillard, un navire passe pas loin et remarque avec surprise que le phare est éteint. Immédiatement, le capitaine du navire rend compte de cet incident. À cause d'une météo peu clémente, ce n'est que le 26 décembre qu'une équipe de secours est envoyée sur place. Mais à la surprise générale, personne ne vient les accueillir. L'équipe remarque alors plusieurs détails troublants et ils pensent très rapidement qu'un drame est survenu. Les portes du phare étaient verrouillées de l'intérieur. Dans la cuisine, les cendres de la cheminée étaient froides, plusieurs repas étaient servis à table et une chaise était renversée. Comme si un des gardiens était parti précipitamment. Dans le phare, le temps semble figé. L'équipe de secours remarque aussi que dans l'entrée, il manque 2 cirés et 2 paires de bottes. Les gardiens étaient 3 et il est interdit de laisser le phare seul. Au moins un des gardiens aurait dû rester à l'intérieur du phare, quoi qu'il en coûte. Sur le journal de bord, on peut lire à la date du 12 décembre « Vent violent, tempête extrême comme je n'en ai jamais vu ». Or ce jour-là, aucune tempête n'a été rapportée en Écosse, de ce côté des Hébrides extérieures. Puis 3 jours plus tard, une autre note dans le carnet de bord « La tempête est terminée, la mer est calme, Dieu est partout ». Une enquête est diligentée et très vite, des théories paranormales voient le jour. Par exemple, on pense que les gardiens ont été enlevés par un monstre maritime ou des aliens. On pense aussi qu'ils auraient pu être enlevés, voire assassinés, par une bande de contrebandiers ou de pirates. Mais s'il y avait vraiment une tempête ces jours-là, il était alors impossible d'accoster. Certains pensent que les gardiens auraient pu être victimes d'empoisonnement, soit à cause de la nourriture, soit à cause du mercure, fréquemment utilisé dans ce type de phare. L'empoisonnement au mercure peut vous faire entre autres délirer, et peut-être qu'un des gardiens aurait perdu la raison, aurait assassiné les 2 autres et aurait disparu en mer. La théorie qui a été retenue est que les 3 gardiens ont été emportés par la mer. Quand il y avait des tempêtes dans ce coin de l'Écosse, les vagues pouvaient atteindre 20 mètres de haut. Effectivement, en contrebas, vers le ponton du port, une malle contenant des cordes a été retrouvée. Le coffre était ouvert, il manquait des cordages et le ponton était abîmé. 2 des gardiens se seraient alors précipités en contrebas pour réparer le ponton. L'un d'eux aurait alors probablement fait une chute ou aurait été englouti par une vague et le 3e, resté au phare, aurait alors entendu des cris de détresse et se serait alors précipité dehors pour les aider sans prendre soin de s'habiller ni d'enfiler des bottes. Mais la tempête faisant rage et la mer étant trop agitée, elle aurait finalement englouti les 3 gardiens. Il y a bien sûr eu des recherches, mais aucun des corps des 3 gardiens n'a jamais été retrouvé. Le mystère reste entier. Sachez par ailleurs que ce phare a été automatisé en 1971 et qu'un film, Keepers, avec Gerard Butler, un acteur écossais, s'est d'ailleurs inspiré de cet incroyable fait divers. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à partager la vidéo et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Passons maintenant à la 2e histoire. En l'an 2000, naît un adorable petit garçon appelé Cameron. Il vit à Glasgow et depuis qu'il est en âge de parler, il ne cesse de répéter tout le temps la même histoire. Il se souvient qu'il vivait sur l'île de Barra avec sa famille et qu'il adorait jouer sur la plage avec ses frères et sœurs. Ils avaient avec eux un chien noir et blanc et depuis la plage, ils pouvaient voir des avions atterrir. Il se souvient aussi être tombé dans un trou et avoir atterri dans les bras de son actuelle maman. Cameron est obsédé par l'île de Barra. Personne dans son entourage n'a jamais été là-bas et personne ne lui a parlé de cette île. Au début, bien sûr, sa maman pense qu'il fait preuve d'une grande imagination, mais le petit garçon devient de plus en plus triste, voire nostalgique. Il lui arrive régulièrement de pleurer en disant que sa maman de Barra lui manque terriblement. Il parle aussi de son papa, Shane Robertson, renversé par une voiture. Il arrive à décrire avec précision les membres de sa famille, le chien, la plage, la maison, tout ce qui l'entourait. Inquiète, sa maman l'amène voir plusieurs psychologues et au fur et à mesure de ses recherches,
elle tombe sur le travail du Dr Tucker, un pédopsychiatre américain, qui lui explique que le cas de Cameron n'est pas du tout isolé. Le Dr Tucker a ouvert une cellule spéciale pour étudier ce phénomène, les enfants qui disent se souvenir de leur vie antérieure. Le Dr Tucker, la maman, Cameron et son frère décident alors de faire le voyage jusqu'à Barra. Arrivé sur place, Cameron, un petit garçon pourtant expressif et très bavard, est complètement sidéré. Il ne dit plus un mot. Il est extrêmement triste. Il dit reconnaître le moindre détail de cette île et dit en boucle à sa maman « Tu vois, je te l'avais dit, c'était pas des mensonges, rien n'a changé. » Sur place, ils vont également demander l'aide d'un historien local travaillant au centre du patrimoine de Barra. Il va leur révéler qu'effectivement, une famille Robertson a bien vécu ici, dans une maison blanche à l'extrémité nord de l'île de Barra. De retour à Glasgow, l'enquête se poursuit au niveau généalogique de la famille Robertson. Une femme nommée Gillian est retrouvée. Cameron et sa maman ont rencontré Gillian. Elle leur a montré des photos de la maison blanche de la famille Robertson et parmi les photos, on pouvait voir un groupe d'enfants jouant sur la plage avec un chien noir et blanc. Depuis que Cameron a pu effectuer ce voyage sur l'île de Barra et rencontrer Gillian, il ne semble plus hanté par ses souvenirs et se dit être en paix. Pour ma troisième et dernière histoire, direction Édimbourg au début du XVIIIe siècle. Margaret Dixon, dit Maggie Dixon, a 22 ans. Elle a une relation extra-conjugale avec le fils de l'aubergiste chez lequel elle travaille. Elle tombe enceinte et comme cette relation n'est pas officiellement reconnue, elle doit cacher sa grossesse et accouche toute seule. Tristement, le bébé était mort-né. Seule, choquée et désespérée, elle décide d'enterrer son enfant près de la rivière pour qu'il puisse reposer en paix. Mais certaines personnes l'ont vue et à peine rentre-t-elle vers Grassmarket, là où elle travaille, elle est accusée de sorcellerie, de rituels occultes et de meurtre d'enfants. Il n'y aura aucun procès. Elle n'aura même pas l'occasion de s'expliquer qu'elle se retrouve à pendre au bout de la corde sur Grassmarket. Le croque-mort arrive, croque son orteil, aucune réaction. Maggie Dixon est déclarée morte. Son cadavre est alors disposé dans un cercueil sur une carriole direction le cimetière le plus proche. Mais en chemin, l'incroyable va se produire. Le conducteur de la carriole entend des bruits sourds provenant du cercueil de Maggie Dixon. Il s'arrête, fébrilement ouvre le cercueil et là, Maggie Dixon en ressort fraîche comme une rose. Elle était revenue d'entre les morts. Évidemment, on l'a reconduit sur Grassmarket. Les gens de la ville étaient choqués et ne savaient absolument plus quoi faire de cette Maggie Dixon. D'un côté, elle aurait pu revenir d'entre les morts à cause d'un pacte avec le diable, et de l'autre, peut-être était-ce un signe divin et il ne fallait surtout pas toucher à cette sainte Maggie Dixon. Un débat houleux et animé prend place. Que faire de cette Maggie Dixon? Au bout de plusieurs heures de discussions acharnées, le débat est clos. Maggie Dixon a déjà été déclarée morte et on ne peut pas la rejuger et encore moins la retuer pour un acte soi-disant criminel qu'elle a déjà payé. Maggie Dixon a donc été relâchée et n'a plus jamais été inquiétée. Elle a vécu encore 40 ans après ce drame, s'est séparée du fils de l'aubergiste, mais a pu reconstruire sa vie. Aujourd'hui, quand tu te balades sur Grassmarket, tu peux aller dans un pub qui lui est dédié. Il s'appelle le Maggie Dixon. Tu l'as bien compris, en Écosse, lorsque tu reviens d'entre les morts, tu ne te fais pas sanctifier, mais tu as en revanche un pub à ton nom. Classe, non? La légende dit que ce fait divers aurait inspiré J.K. Rowling pour le personnage de Nick Quasi-Sans-Tête. Avant de vous quitter, j'aimerais beaucoup avoir vos avis et vos théories sur ces 3 faits divers pour le moins troublants. À votre avis, paranormal ou pas? J'espère que cette vidéo vous a plu et diverti et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!